Hello, je suis Louane, responsable marketing chez Enbro France, le leader européen du courtage en énergie pour les pros. Bienvenue sur le podcast J'ai osé. Nous partons chaque mois à la rencontre d'un nouveau fondateur pour découvrir les coulisses d'un monde qui fascine autant qu'il peut faire peur, l'entrepreneuriat. Tips, logiciels, outils, recrutement, digitalisation, franchise, ils partagent avec nous leurs expériences et vous aident à booster votre business. Alors, ne perdons pas une minute de plus et c'est parti. Bonne écoute. Florent, bonjour et bienvenue sur ce 5e épisode. Alors je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui parce que vous représentez un corps de métier que je n'avais pas encore eu l'occasion d'avoir au micro de J'ai osé, les restaurateurs. D'ailleurs aujourd'hui on va évoquer ensemble une problématique auquel malheureusement beaucoup de restaurateurs ont dû faire face. Nous allons parler de la Covid, mais nous allons parler de la Covid sur l'après-Covid, sur ce que vous avez mis en place, sur ce que vous avez réussi à faire pour gagner en visibilité, pour rebondir. Il est temps de dresser un bilan 2 ans après. Alors, première question, on va commencer tout simple. Petite question de présentation, du coup, qui êtes-vous ? Alors, bonjour à tous, je m'appelle donc Florent Cousin, j'ai 45 ans, je suis originaire de la Sarthe de La Ferté-Bernard, fils de parents agriculteurs, et je me suis lancé dans la restauration dès le début en faisant des études de restauration pour continuer, pour en faire mon métier. Donc, c'était directement une vocation. Tout Vous à avez fait, toujours eu envie de faire ça. absolument, tout à fait. Dès la troisième, enfin même un peu avant, je commençais à aller chez des oncles et tantes qui étaient pâtissiers, boulangers. Et puis donc suite à ma troisième, je suis parti en lycée hôtelier. J'ai fait mes 5 ans avec un bac et un BTS. Avant d'ouvrir le restaurant Rosemonde, vous avez ouvert d'autres restaurants ou c'était le premier ? Alors non, donc mon parcours, ça a été que suite à la fin de ma formation, enfin mes études, j'ai commencé par faire 3 années de saison entre la Savoie et la Bretagne, donc en Savoie, à Saint-Martin-de-Belleville, enfin sur la vallée des Menuires à Thorens, en Bretagne à côté de Perros-Guirec. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans dans les mêmes établissements. Et puis finalement, je suis resté en CDI pendant 15 ans dans un restaurant en Savoie, un restaurant qui était traditionnel au départ et puis avec lequel j'ai évolué. On a eu une étoile, 2 étoiles et 3 étoiles au guide Michelin. Donc enfin, je les considère comme ma deuxième famille. C'était vraiment une très bonne expérience. Et au bout des 15 ans, ayant fait quand même quasiment le tour des postes, en commençant du bas vers le haut en tant que directeur de restaurant pendant les 7, 8 dernières années, voilà, j'avais envie à mon tour de créer ou reprendre quelque chose. La Savoie était un peu compliquée pour moi par rapport à mes origines et puis la façon de travailler à long terme. Donc je suis revenu un petit peu sur les Pays de la Loire pour donc m'installer en Vendée il y a quelques années. Après ce beau palmarès, vous avez donc décidé de reprendre le restaurant Rosemonde. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce restaurant, ses spécialités, son histoire ? Alors, donc le restaurant, c'est vraiment un ancien restaurant. C'est un restaurant qui a été créé dans les années 1910-1920, donc très très vieux, qui était un restaurant, un bar de pêcheurs, ce qu'on trouvait beaucoup dans ces années-là. Et puis c'est un restaurant donc qui s'appelait Rosemonde, qui n'a jamais changé de nom. La femme qui avait créé le restaurant s'appelait Rosemonde. Quand j'ai repris, j'ai avoué, hein, c'est peut-être pas le restaurant le nom que j'aurais rêvé pour mon restaurant, mais par le fait, pas la facilité, mais le fait que Rosemonde était reconnu au Sable d'Olonne comme un restaurant traditionnel, qui faisait du fait maison, tout ça, et que c'était ma volonté de continuer dans cet esprit-là, j'ai pas changé le nom. J'ai connu ce restaurant-là en tant que client. Je trouvais que la situation, la capacité d'accueil, pas trop grand, pas trop petit, me convenait bien. Donc après quelques années où j'étais encore en Savoie, j'avais repris contact avec les anciens patrons et propriétaires actuels, enfin avant, pardon, et on s'est mis d'accord pour travailler ensemble quelques années. Et puis suite à ça, j'ai repris le restaurant en 2017. Super. Donc, si je récapitule un petit peu, vous avez repris le restaurant, vous n'avez pas changé le nom pour pouvoir garder la notoriété qu'il avait à l'époque. Et est-ce que vous avez changé le type de cuisine ? Est-ce que vous faites toujours de la cuisine traditionnelle ? Absolument, oui, on est vraiment sur une cuisine traditionnelle, fait maison de A à Z. Enfin voilà, comme je dis souvent quand mes clients viennent, j'ai 2 choses qu'on fait pas encore au jour d'aujourd'hui, on le fera pas. Dans le futur, j'espère, aujourd'hui on ne peut pas encore le faire. C'est le pain qui vient d'un artisan juste à côté de chez nous.
Et puis nos glaces où c'est un maître artisan glacier. Mais sinon, le reste, c'est du 100% maison. On en est fiers. Et il y a de quoi? Vous faites aussi du bio, du local? Donc absolument, le fait de faire du fait maison, il y avait deux choses derrière. C'est qu'on voulait vraiment faire du local, donc on travaillait essentiellement avec la criée des Sables d'Olonne, où on a vraiment une belle criée, un beau port de pêche, où on a les arrivages tous les matins et c'est une facilité aussi au niveau de l'approvisionnement parce que du coup, voilà, on sait ce qu'on vend la veille. Le matin, on appelle à 6 heures, à 8 heures, on est livré. Donc ça aide pour le côté fonctionnement. Au niveau même sur les produits du terroir, au niveau de la viande, on a un boucher qui est sur le quai. La viande vient, elle est faite, enfin le producteur, le fermier, il est à 15-20 kilomètres. Donc on sait le type de race, on sait le morceau. Si on avait le moindre souci, on sait comment se retourner. Enfin, voilà, c'est pas que du commerce. On connaît les gens qui sont derrière les produits qu'on travaille, quoi. Ah oui, donc ouais, c'est vraiment, vraiment à 100% du circuit court. Et donc cette manière de travailler, c'est vous qui l'avez inculqué? Alors ça l'était déjà, c'était pas aussi poussé, mais j'avoue que c'est quand même les anciens propriétaires qui m'ont fait connaître ce qu'on appelle le titre maître restaurateur. C'est-à-dire que venant de mon parcours, où j'avais travaillé dans des étoilés, enfin dans un étoilé, mais avec une belle progression sur les 15 ans. Aujourd'hui, j'estime que je n'ai pas encore enfin l'équipe et puis moi-même la volonté et puis tout de suite de vouloir avoir des étoiles. J'avoue que ça serait un projet futur. J'aimerais. Mais l'ancien propriétaire m'a fait découvrir un titre maître restaurateur que je connaissais peu. Travaillant dans les étoiles, on s'en occupait moins, hein, c'est pas péjoratif. Et c'est vrai que quand j'ai découvert ce titre-là où on travaillait enfin c'était un titre fait maison, travailler des produits locaux, ça convenait tout à fait à ce que je voulais faire. Donc dès la reprise en 2017, je m'étais inscrit quelques mois avant pour qu'on soit contrôlé. Il y a des contrôles qui sont faits par de l'État. C'est pas privé. Une personne qui va vous contrôler, qui contrôle vos frigos, la propreté, voir si c'est vraiment du frais, si c'est travaillé sur place. Donc on a eu une semaine après avoir été ouvert, on a été contrôlé. Donc j'étais content qu'on soit contrôlé très rapidement. On a eu le titre, qui est un titre qui est valide 4 ans. Donc on l'a repassé il y a 1 an et demi et qu'on a obtenu. Et donc je suis assez fier de ce titre-là parce que déjà on n'est pas si nombreux que ça à l'avoir. C'est un titre d'État, donc pour moi ça il y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de relation. Et je trouve les gens commencent à le reconnaître via ce titre-là. Donc c'est intéressant. Je pense que l'on pourrait même faire un petit focus sur ce titre qui est peut-être encore pas assez connu aujourd'hui. Du coup, le titre de maître restaurateur, c'est un titre qui est géré par l'AFMR. Donc l'AFMR, c'est l'Association française des maîtres restaurateurs. Et vous m'avez indiqué brièvement un peu plus tôt les étapes pour devenir maître restaurateur. Et je pense à tous les restaurateurs qui nous écoutent et qui souhaiteraient peut-être obtenir le titre. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur l'inscription? Où est-ce qu'il faut s'inscrire? Comment ça se passe? Alors il y a deux choses différentes. Oui, il y a dans un premier temps on contacte Maître Restaurateur, donc l'association, pour voir si on est déjà susceptible de pouvoir y être. C'est-à-dire qu'il faut prouver qu'on a fait soit des études, soit un minimum d'expérience dans le métier. Suite à ça, on étudie le dossier. Le dossier était accepté au niveau écrit. Et puis vous savez, quand vous lancez le titre, dans les 2-3 mois suivants, vous êtes censé être contrôlé par un client mystère qui va venir manger sans se présenter. Ils peuvent venir à moi. La première fois, c'est une personne seule. Des fois, on a toujours des doutes, hein. Et puis la deuxième fois, c'était un couple tout à fait lambda. Et puis une fois qu'il a été servi de A à Z, il demande l'addition. Voilà, il vous présente sa carte comme quoi il est contrôleur. Aussitôt, on discute un petit peu du restaurant, du parcours. Il parle déjà du service, comment il a été reçu, tout ça. Et puis après, il fait son tour en cuisine en faisant là un contrôle plus approfondi sur vraiment si tout est respecté derrière. Donc comme je disais, il ouvre, voilà, nous on est derrière, il ouvre les frigos devant nous, on le laisse tout sortir, que ce soit bon. Ils n'ont pas de casquette, mais c'est un moment aussi où ils contrôlent un petit peu l'hygiène. Mais l'important, c'est vraiment de contrôler l'origine des produits, la fraîcheur des produits, si les gens avec qui on travaille, ils ont bien les agréments de petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire que on a aussi un critère, bon, c'est pas notre volonté, mais au cas où, voilà, de pas travailler avec des grandes entreprises. Peu importe quel produit, on est censé travailler avec des petites et moyennes Donc c'est entreprises. vraiment un gage de qualité d'avoir aujourd'hui ce titre de maître restaurateur. Absolument, oui, tout à fait. Parce que je dénigre pas, mais c'est vrai que maintenant, sur les cartes, le fait maison, enfin, pour moi, il y a une différence entre le fait maison, on peut marquer
Si on n'est pas maître restaurateur, on marque fait maison sur tel ou tel plat sur une carte. Et maître restaurateur, c'est vraiment poussé dans le sens où c'est du fait maison, c'est-à-dire que vous faites votre produit de A à Z. Aujourd'hui, c'est dommage, on ait le droit de marquer ça, mais un restaurant qui n'a pas ce titre-là, qui va faire, on va prendre un exemple, une île flottante, il achète une crème anglaise toute faite, je sais pas, des briques, ça existe. Il va poser un blanc en neige, pareil, qu'il a pas fait, il va mettre un bout de caramel, comme il a constitué le dessert, il peut mettre fait maison. Bon, moi, ça me dérange parce qu'il y a rien de fait maison du tout. C'est du dressage, quoi. Et c'est hyper important de le préciser, donc à tous les restaurateurs qui nous écoutent et qui partagent ces valeurs, n'hésitez pas à adresser votre demande à l'AFMR. Je mettrai toutes les infos pour les contacter dans la description, donc pas de panique, vous n'avez qu'à scroller pour avoir un peu plus d'infos. Et en parlant du titre, est-ce que vous trouvez que depuis que vous avez ce fameux titre de maître restaurateur, ou depuis qu'il est affiché dans votre restaurant, vous avez plus de clients? Ça amène une autre clientèle aussi qui, on voit un changement quand même de ces quelques dernières années, gens qui veulent qui s'intéressent peut-être plus à ce qu'ils mangent qu'avant. Donc savoir d'où vient le produit, si effectivement des fois il est frais. Il y en a quelques-uns qui connaissent Maître Restaurateur, qui ont le petit livret entre les mains et qui viennent voir. Bah, on sait qu'il y en a 4 ou 5 au Sable d'Olonne, on vient vous voir parce qu'on sait qu'on va bien manger. Puis il y en a d'autres qui le découvrent. On est aussi une bonne vitrine pour faire de la pub pour l'association, on en fait partie, mon nom. On la vend aussi parce qu'on est fiers d'être dedans. Et ah oui, donc c'est ça un maître restaurateur, on leur explique un petit peu. Et après, voilà, on a toujours des petits livrets sur place, on leur donne et ils savent que à travers toute la France, on en trouve. À l'époque, alors j'ai plus les chiffres actuels, il y en avait 3500 il y a 2 ou 3 ans de mémoire, quoi. Donc on n'est pas si nombreux par rapport au nombre de restaurants, mais voilà, c'est important. Là, je voulais revenir un peu sur, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet de l'après-Covid, justement sur l'avant-Covid. Donc vous aviez repris le restaurant depuis quelques années. Si on fait un petit bilan d'avant-Covid, c'était quoi la situation du restaurant en taux de remplissage, fidélité des clients? Comment c'était avant? Alors, avant, on était vraiment sur l'esprit. Donc, quand j'ai repris, on prend un restaurant, on l'achète à certain prix. Ça, c'est une discussion entre nous et l'acheteur. Moi, personnellement, j'étais au Sable d'Olonne. J'avais voulu être au Sable d'Olonne. On est bien situé, tout ça. J'ai acheté mon restaurant à un certain prix qu'il faut forcément après bien travailler. On pense surtout à la rentabilité des premières années, ce qui est pas forcément bon de penser à ça. Enfin, il faut y penser parce qu'il faut devenir gestionnaire maintenant, mais voilà, je m'intéressais vraiment aux chiffres entre guillemets pour dire bon, faut qu'on travaille, j'ai ça à rembourser. Donc on avait le restaurant avec 40 couverts dans la salle, 20 couverts en terrasse. On remplissait vraiment au maximum. On avait, comme je disais, on avait une clientèle d'habitude, donc on avait toujours un suivi de cette clientèle-là qui a continué à nous suivre. On a essayé de rajeunir un petit peu via l'enseigne, via la déco intérieure, tout ça. On a essayé de rajeunir notre clientèle puisqu'on avait une clientèle, je dirais, qui est très importante, mais qu'on appelle du troisième âge, et on voulait rajeunir cette clientèle pour le futur, ce qu'on a réussi à faire. Donc c'est vrai qu'en termes de quantité de clients, on avait ce qu'il fallait. Donc le restaurant marchait bien. On essayait de le remplir au maximum. Ça roulait, on a eu des belles, on a la chance d'être au Sable d'Olonne, j'avoue, et on a quand même un climat qui est propice à ça. On a des belles saisons et les Sables d'Olonne, c'est devenu une grosse ville quand même, ce qui fait qu'on a également, on travaille à l'année. On n'est pas un restaurant saisonnier. Je veux dire, on ferme nos 3 ou 4 semaines, 5 semaines pour donner les congés au personnel, mais les restaurants restent ouverts. On n'est pas ouvert 6 mois et fermé 6 mois, quoi. C'est pas du tout le type. Ok, donc du coup, avant le Covid, vous aviez repris le resto, vous aviez mis en place des choses, ça marchait bien, il y avait des habitués. On va dire que c'était, je vais pas dire un long fleuve tranquille, mais en tout cas, ça roulait. Ensuite, du coup, le Covid est arrivé, ça a touché énormément les restaurateurs, comme on a pu l'entendre aux informations. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dresser un petit bilan de tout ce que vous avez pu mettre en place après, du coup, le Covid, pour rebondir et pour pouvoir être là et discuter avec moi aujourd'hui de tout ça. Alors, est-ce que l'après-Covid, ça a changé votre manière de travailler? Un petit peu. On n'a pas tout changé. Alors, je reviens tout de suite sur le Covid en 2 petites phrases pour pas vous prendre trop de temps. C'est vrai que le Covid, donc quand il est tombé, les 3 premiers mois étaient vraiment une grosse pression parce que pas trop de nouvelles de l'État, ce qu'on allait pouvoir mettre en place, tout ça. Le troisième mois, il fallait prendre une décision parce que, comme je disais, on parlait de 6 mois de travailler ou 6 mois de pas travailler. Moi, je trouvais pas, donc on s'est mis au bout d'un mois, la restriction vraiment très sévère avait diminué à tout petit poil et j'ai pris une ou deux personnes de mon équipe et on s'est mis à faire de la vente emportée. Ça marchait très très bien.
Et puis j'avoue que quand le Covid est revenu en fin d'année, et là il a duré beaucoup plus longtemps, on est toujours en train de se plaindre, mais franchement je trouve que l'État était derrière nous et on a été plutôt bien soutenu malgré tout ce qu'on peut toujours entendre. On a été très touchés parce qu'on est obligé de fermer, mais je veux dire que quand je vois beaucoup toujours entendre les gens, oui on fait rien pour nous, faut là regarder un petit peu ce qui se passe dans les pays extérieurs parce qu'on n'a pas été si mal. Je trouve qu'on a été accompagné correctement. On peut toujours faire mieux, mais on n'a pas été les plus malheureux. C'était une période longue, mais bon, qui était passée. Au retour de l'après-Covid, donc explosion pendant quelques mois des gens qui avaient besoin de sortir, donc grosse activité. Quand le Covid, quand on a repris, voilà, on nous avait imposé de faire de l'espace entre les tables, et donc du coup, et c'est vrai que on a tout de suite continué à maintenir cet espace, c'est-à-dire qu'on est passé de 40 couverts à 28 couverts dans la salle au jour d'aujourd'hui. Je me suis inquiété, je me suis dit, bah forcément, avant, on remplissait quand même très très bien. Là, on va remplir avec 12 couverts de moins. Finalement, on a trouvé que les gens jouaient le jeu, ou alors nous aussi, parce qu'on n'avait pas, on n'a pas augmenté les prix. J'insiste vraiment, mais voilà, on remplissait toujours autant, on a peut-être fait une meilleure consommation de tickets moyens, et ce qui fait que, en termes financiers, les bilans étaient toujours très corrects. Et je trouvais que voilà, c'était important de remettre plus d'espace, que ça soit pour le post-Covid, mais aussi pour que les gens soient plus à l'aise. Quand vous avez un repas d'amoureux de table de deux, c'est pas honnête de les coller les uns contre les autres. C'est plus une soirée pour eux. Donc ça, c'est des choses qui ont été mises en place. On a revu un petit peu, pas alors au niveau ouverture, non, parce que j'estime qu'on est un restaurant, on est là pour être ouvert malgré tous les soucis de personnel ou choses comme ça. Il faut rester ouvert au moment où les gens ont envie de manger. Donc, on a maintenu nos jours on ferme un jour et demi par semaine. On a maintenu ça. Par contre, on essaie d'équilibrer un petit peu plus les heures. On essaie de donner un peu plus de jours de congé quand c'est possible au personnel. On s'y retrouve d'une façon différente et qu'on prenne plaisir à ce qu'on fait et pas que ça soit du service à la chaîne. Top. Je rebondis aussi sur ce que vous m'avez dit, donner un peu plus de congés à nos collaborateurs. On a beaucoup entendu, après le Covid, que ce soit dans les infos, dans la presse, que les restaurateurs avaient des grandes difficultés à recruter des serveurs, des cuisiniers, parce qu'on nous a dit que du coup, toutes ces personnes, elles avaient pendant le Covid profité de leur vie de famille, elles s'étaient rendues compte qu'elles n'avaient plus forcément envie de faire ce métier. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous aussi vous avez été confronté? Ouais, complètement. Enfin, j'y pensais pas parce que voilà, je dis on a 30 maintenant aujourd'hui on a à peine 30 couverts en salle, on a toujours 20 couverts en terrasse. J'ai une petite équipe de permanents qui me suivent depuis 2017, la création. Il y a eu un ou deux va-et-vient, mais vraiment toutes mes personnes principales, je les avais depuis 5 ans. Suite au Covid, j'ai une personne importante qui est partie pour des raisons familiales parce qu'il s'était rendu compte que être tous les soirs en famille avec deux enfants qui ont 1 an et 3 ans, c'était génial. Donc je l'ai laissé partir parce que je comprenais sa vie de famille. Hein. Moi, j'ai mon restaurant, mais lui était salarié, donc ils ont le droit d'avoir une vie aussi. On a retrouvé une personne pour le remplacer, pas de souci. Et c'est vrai que arrivant l'été suivant, pour recruter ne serait-ce que deux personnes, ce qui est mon cas, puisque tous mes permanents restent à l'année pour assurer une qualité, eh ben j'ai pas réussi à trouver. Voilà, j'en ai trouvé un sur deux. Et j'y croyais pas parce que je me dis oh mais je serais pas touché comme on entend partout, parce que j'ai que deux personnes à trouver. Et sur deux, j'en ai pas trouvé une. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on n'a pas fait notre saison habituelle, on a réduit notre capacité, ce qui est vraiment désagréable parce qu'il y a énormément de demandes, des gens plus de restaurants. Mais bon, voilà, on n'allait pas faire trois services parce que le personnel aurait fait encore plus d'heures et le peu de personnel qu'on a, je veux le garder parce qu'ils sont tous bons et tous motivés. Il y en a encore des gens qui sont dans cet esprit-là, mais il faut y faire attention pour les garder. Il y a quelques années, je pense que c'était vrai, il y a 1 an et demi, l'État avait dit, enfin la branche restauration, on dit que ça vient des salaires, donc c'est vrai, c'était peut-être vrai. Quand je me suis mis à mon compte, j'avais fait mes calculs pour payer telle et telle personne un certain, un certain salaire. Aujourd'hui, après 6 ans d'activité, je trouve qu'on s'en sort très bien. Donc on a augmenté tout le monde. Maintenant, je suis pas sûr que ça vienne que du salaire, comme vous l'avez évoqué. Hein. Il y a le fait qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait vivre différemment, sans parler d'argent, et que les activités, les hobbies, les choses comme ça sont largement aussi importantes que le salaire. Ce qui n'était pas vrai il y a une vingtaine d'années où les gens voulaient créer quelque chose dans le futur, donc ils pensaient vraiment à mettre de côté. Aujourd'hui, c'est plus les mêmes mentalités, donc c'est vrai qu'on recrute plus de la même façon. C'est à nous en tant que
que patron a amené pas que le côté vous allez être très bien payé, c'est voilà, chez moi vous allez avoir je sais pas, je vais dire une bêtise. Voilà, on travaille fort l'été, par contre tout l'hiver pendant 4 mois, vous allez travailler que le samedi soir et toute la semaine, je vous donne toutes vos soirées parce que moi je sais qu'en tant que patron, c'est moi qui ferai le travail et du coup je veux que vous profitiez parce que vous me le rendez bien l'été. On essaie d'aménager un maximum de facilité. Je prends un cas concret qui m'est arrivé hier soir. Une personne que j'ai embauchée, qui a 56 ans, qui fatigue beaucoup plus vite que les autres, mais qui veut encore travailler à cet âge-là. Donc, je suis très content parce que c'est compliqué en cuisine, on piétine, on n'a pas forcément selon son physique, ça peut être très dur. Et ben, cette personne-là vient me voir, elle me dit, je suis désolé, j'ai signé un CDI avec vous il y a 3 mois, et puis je me rends compte que je fatigue beaucoup plus vite. J'ai dit, bon, écoute, jusqu'à fin mai, on va te donner trois soirées de plus en plus de la journée et demie de congé. Donc, tu auras 3 jours de congé par semaine, 3 jours et demi même. J'ai dit, par contre, je compte sur toi cet été. Donc, c'est une histoire de confiance. On signe pas de papier. On espère que ça marchera comme ça. Mais voilà, quand on a des gens qui ont encore envie de travailler et qui sont motivés, faut arriver à arrondir les angles. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Eh bien, je pense que c'est déjà la dernière question de notre podcast. C'est la fameuse question énergie. Alors pourquoi une question énergie? Premièrement, puisque vous le savez tous, on traverse actuellement une grosse crise énergétique. Et je me suis dit que pour les personnes qui veulent monter leur entreprise ou qui sont à la tête de leur établissement, il est toujours intéressant de faire un petit focus énergie et d'avoir des retours à ce sujet. Et deuxièmement, puisque pour les personnes qui ne le savent pas encore et qui viennent de nous rejoindre, dans le podcast J'ai osé, vous ne rencontrerez les histoires que des clients Enbro France, puisque c'est la spécificité de ce podcast. Tous les invités sont des clients Enbro France. Enbro France, c'est le leader européen du courtage en énergie pour les pros. Alors, la fameuse question énergie, moi je voulais revenir sur le gaz, puisque vous avez signé un contrat gaz il y a 1 an, donc vous aviez anticipé. Je voulais savoir, quand on compare les prix du gaz aujourd'hui par rapport au prix auquel vous avez signé il y a 1 an, où vous vous situez? Alors, ça me fait sourire parce que j'ai mon expert comptable qui m'appelle il y a une semaine. Il me dit, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé, Florent? Il me dit, t'as signé un nouveau contrat au mois de mai l'année dernière au niveau du gaz pour l'instant et les prix, voilà, on n'est pas dans ce que tu faisais avant. Je dis bon, faut qu'on regarde ça à fond. Je m'inquiète tout de suite parce que je suis quelqu'un de vraiment stressé. C'est ma nature, hélas. Et puis inquiet de qu'on me met un petit peu de pression, même si c'est mon affaire à moi, c'est pas le comptable, mais on a des gens qui sont là pour nous entourer et pour nous conseiller. Et c'est vrai, donc tout de suite, comme je suis un impulsif, je rappelle Embro dans un premier temps, qui me renvoie vers le fournisseur vers lequel il m'avait envoyé, enfin, qui m'avait trouvé. Et puis on analyse un petit peu tout. Et pourtant, quand j'avais signé, je savais très bien où j'allais. Effectivement, aujourd'hui, on a signé au mois de mai l'année dernière. Une personne de chez Embro est venue, a été, mais avec des explications limpides pour n'importe qui aurait pu comprendre. C'était très très bien fait. Maintenant, dans un premier temps, ils viennent voir vos consommations, vous demandent qu'est-ce que vous recherchez, comment vous travaillez. Et puis, ils travaillent pendant une semaine, ils vont reprendre contact avec vous et vous présentent, voilà, pour vous, la solution, ça pourrait être ça, on pense qu'on est bien, on voit ça pour le gaz, pour l'électricité. L'électricité, on va sûrement en reparler dans quelques mois parce qu'à l'époque, on n'avait pas trouvé, mais pour le gaz, on a trouvé. Et voilà, faut absolument voir à long terme, à moyen terme et à long terme, le côté sécurisant de ce que moi, en tout cas, j'ai fait. C'est-à-dire que, voilà, on a signé au mois de mai, on a un contrat sur 5 ans avec un prix qui va diminuer sur 5 ans. Et c'est vrai que par contre, sur l'année dernière, les 5-6 premiers mois, je savais que ça allait être très cher par rapport à ce que je payais avant. Mais là où j'étais avant, c'était en train de monter en flèche. Donc, pour les 6 premiers mois, j'avoue, j'ai payé très cher, enfin très cher. J'ai payé plus cher que ce que j'aurais payé. Mais quand je vois dès janvier ce que ça va donner pour cette année, où je vais revenir à mon tarif que j'avais il y a 1 an, et que je vois que l'année prochaine, je vais payer encore peut-être 30 ou 40%, et en 2025, encore 15% de moins. Donc, mais voilà, dès cette année, je sais que je vais retomber dans mes clous, et je suis assez serein, voilà, chercher, parce que je sais que j'ai un prix qui est bloqué pour les 3 années à venir jusqu'en 2025. Donc, quand je vois un petit peu ce qui se passe, je suis content d'avoir fait ça.
c'est très rassurant. Ouais. Eh ben, c'est exactement le point sur lequel je voulais intervenir pour bien répéter à nos auditeurs que du coup on le dit jamais assez, mais il faut absolument anticiper vos contrats de gaz et d'électricité parce que c'est en bloquant justement comme vous l'avez fait 1 an à l'avance pour du long terme que vous pouvez faire des économies. Vous serez bien content dans 3 ans quand les prix, je ne le souhaite pas, mais comme c'est parti, ça va être quand même très élevé, vous serez bien content d'avoir 2 fois moins cher. Et c'est dans la boîte. En tout cas, Florent, merci. Je suis ravie qu'Enbro ait pu vous accompagner dans la gestion de vos dossiers énergétiques. Et je suis ravie d'avoir pu échanger avec vous aujourd'hui. C'est toujours hyper intéressant d'échanger avec nos clients, d'avoir de leurs nouvelles sous un sujet différent, d'une autre manière. Donc merci à vous. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie d'avoir accepté de nous livrer votre histoire. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Géosé. S'il vous a plu et que vous voulez être certain de ne pas manquer le prochain épisode, nous avons la solution. N'hésitez pas à vous abonner à notre liste de diffusion en vous rendant sur www.enbro.fr dans la rubrique Actu, les podcasts. Dans tous les cas, moi je vous donne rendez-vous le mois prochain, même jour, même heure, pour de nouveaux tips. Bonne journée à vous!